Bonjour, bienvenue dans l'émission 20 minutes au carré. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas Laurent, je le remplace. Je suis ravi de le faire aujourd'hui avec vraiment deux invités. Alors, assez atypique, pour celui à ma gauche, hein, donc Buffalo. Alors on pourrait croire qu'il se donne un genre avec son masque de buffle, mais il a plutôt créé, justement un genre, hein, qui est, tu me corriges, la western futuristic, music, si je dis pas de Tout à bêtises? fait, oui, vous connaissez exactement, quasiment dedans. Ah voilà, super et on pourra, écouter Buffalo en live le 10 à l'île d'Oléron, le 20 à Vannes, mais aussi et c'est là, toute l'innovation, toute l'idée, le 23, le 24 et le 25 sur différentes scènes de Decentraland, le monde virtuel, où donc notre DJ à tête de buffle a élu domicile. Bonjour Buffalo, ravi de t'accueillir avec nous. Eh ben, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là et merci pour cette belle introduction. Alors pour la petite anecdote, la musique, d'attente que vous avez entendue, avant d'accéder à ce flux, c'est celle, de Buffalo qui, à qui on a acheté justement un NFT. Alors on parlera plus tard NFT, métavers, mais voilà, on tenait aussi à le remercier pour ça. C'est une super, Ben, super très bien, occasion pour le merci faire. pour le support, je suis ravi que l'œuvre vous plaise et c'est un super début d'expérience. Alors sache que ce matin, en arrivant à la rédaction, tout le monde m'a interrogé pour savoir si, tu allais porter, ton casque, ton masque de buffle, qui allait me rendre l'exercice de l'interview si compliqué. Mais, bon, on s'est déjà un petit peu organisé en amont, tout va bien. C'est ça, Tu hésiteras pas à te manifester si jamais tu veux poser des questions à il n'y a pas Louis de ou si problème. jamais tu veux Comme il intervenir. m'a dit, je lèverai la main, on a fait nos petites tactiques, il n'y a pas de souci. Et ah, on nous fait signe peut-être que la voix de Buffalo est un peu étouffée. Bah, il faudra que tu peut-être que tu te rapproches davantage de l'écran, Ouais, ok, ça s'il marche. te Vous s'il m'entendez te mieux là? C'est beaucoup mieux? ouais, Ouais? je pense que c'est mieux, ouais. Cool, super. Alors bon, on avait, l'homme à tête de buffle, on a aussi quelqu'un qui a empilé, lui, plusieurs casquettes, hein, c'est Louis, Cacciutolo. Alors tu as été musicien, réalisateur, propriétaire de théâtre et j'en passe et depuis 6 ans, tu diriges Vroom, qui est l'un des leaders mondiaux, du métavers dans le domaine du divertissement. Alors, petite précision, tout à l'heure, on a dit Buffalo, Buffalo avec un seul F et Vroom, c'est avec V-R-R-2-O-M. Voilà, hein, je précise bien les choses. On verra qu'il y aura d'autres atomes crochus entre nos invités du jour. Vroom, s'est démarqué à plusieurs égards ces dernières années, notamment avec une collaboration très fructueuse avec un certain Jean-Michel Jarre, JMJ pour les intimes. Vous avez réalisé avec lui, 2 énormes concerts qui mixaient, réalité, virtuelle. L'un, je crois, pour la fête de la musique, c'était Alone Together et un autre, qui s'est déroulé virtuellement, dans, l'enceinte de Notre-Dame, hein, qui était, alors, en pleine enfin, on était tous en confinement et Notre-Dame avait déjà été, en proie aux flammes, donc elle était fermée au public, doublement et donc vous avez fait un concert de Nouvel An, là-bas avec Jean-Michel Jarre qui était, pardon Louis, tu peux me redonner peut-être le titre du concert? Alors ça s'appelait Welcome to the Other Side. Ah super, merci beaucoup et alors, votre actualité récente, c'est une levée de fonds déjà de 1,5 million d'euros auprès de BPI de Région Occitanie, hein, je donne tous les détails, mais surtout une actualité qui sera plutôt pour le S2 avec, vous prévoyez je crois, 30 millions hein, de levée de fonds dans le cadre du développement d'un métavers européen, un projet assez mastoc, où on risque peut-être de recroiser un certain JMJ là encore. Très certainement. Alors, on a évoqué les orthographes trompeuses. Maintenant, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans le cadre du métavers et Buffalo, on l'a dit, hein, tu es à la fois dans le monde réel puisque tu vas donner des concerts le 10 et le 20, sur de très belles plages, mais aussi, dans Decentraland, 23, 24, 25, je répète les dates. Tu as lancé, ce qu'on appelle le Metaverse Tour puisque tu étais en quelque sorte, tu me corriges là encore, le premier DJ à organiser, des sets, dans le web 3. Qu'est-ce Alors, qui t'a amené c'est pas exactement le ah, premier DJ à organiser des sets dans le Web3, mais disons, je pense avoir été le premier à avoir le concept de faire une tournée représentée et portée à l'échelle d'un pays par une radio, comme on pourrait le voir par exemple quand Fun Radio, Radio FG ou d'autres radios vont sponsoriser justement des tournées d'artistes. Je voulais en fait porter le métaverse à l'oreille de personnes qui ne pourraient pas du tout l'entendre,
comme par exemple dans leur voiture ou tout autre endroit où ils pouvaient justement écouter la radio à ces horaires-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai live streamé chaque DJ set que j'ai fait depuis les studios de Radio FG à Paris, directement dans le métaverse et en même temps à la radio, sur une période de 3 mois. On a dû faire 5-6 concerts qu'on a fait de décembre à février. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté après. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à encore ce samedi-là soir, où je serai encore dans le métaverse Decentraland. Et, euh, et en gros, voilà, ça a démarré un petit peu comme ça, quoi. Mais, d'où t'est venue l'idée de te jeter, dans le métavers et de te produire dans le métavers? Moi, j'ai regardé ton 1er concert dans le cadre justement du partenariat avec Radio FG. Il y avait pas mal de monde, hein, c'est assez impressionnant, hein. Alors, c'était un petit peu, pas par hasard, parce que j'étais moi-même un consommateur du métaverse depuis déjà une petite année. Depuis, on va dire, février 2021, je commençais vraiment à m'intéresser aux divers métaverses qui étaient déjà ouverts. Donc, j'étais déjà, par exemple, un consommateur de Decentraland, où j'allais regarder un petit peu ce qui se passait, etc. Et j'avais commencé à notifier des clubs virtuels où il y avait de temps en temps des soirées avec des DJ qui étaient organisés. Et puis je me suis dit, ça serait sympa quand même de pouvoir présenter ce concept au clubbing, au paysage clubbing français, et pouvoir petit à petit dire, bah, il y a ça aussi qui peut arriver, et ça peut créer tout un éventail de possibilités pour les artistes, pour les DJ, pour tout type de musiciens ou même tout type d'artistes, puisque ça brisait en fait cette barrière qui avait été créée par le Covid, où nous, artistes, étions complètement stoppés et ne pouvions plus trop nous produire. Pile poil à ce moment-là, en fait, j'ai eu c'est ça, en fait, cette barrière qui s'est brisée, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir me produire face à des gens qui ont découvert mon art, exactement pareil que dans la vie réelle, Mmh. ont découvert mon art, qui ont pu écouter ma musique. J'ai pu fédérer une petite communauté qui grandit chaque jour autour de futuristic western music, justement, ce produit un petit peu des années 60, 50, 70, autour de la folk, de la country et de la musique électronique que je défends. Et ça a démarré, ça a été en fait, le Covid a été un catalyseur de ça et m'a propulsé complètement dedans pour en revenir avec une bannière en disant voilà ce que c'est que le métaverse aujourd'hui, défendons-le, en gros. Et pourquoi Decentraland? Ouais, une plateforme à laquelle tu restes, très fidèle encore aujourd'hui, puisque j'imagine que tu y as créé en quelque sorte une communauté? Alors c'est vrai que j'y ai créé une communauté. C'est vrai aussi que j'exerce beaucoup, beaucoup dans Decentraland aujourd'hui, et que c'est aujourd'hui, pour l'instant, une des plateformes où on va avoir une communauté qui est encore grandissante et qui, on va dire, survit à tout ce qui est beer market, etc. Mais j'ai également fait une prestation la semaine dernière pour le premier métaverse qui était sur Elrond Network, qui s'appelait Buniverse. Donc, je ne suis pas non plus dans l'exclusivité avec Decentraland. C'est très cher à mon cœur, je ne vais pas te le cacher, parce que c'est l'endroit de mes débuts. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. C'est ce genre de sentiments-là qui me feront performer encore pendant longtemps dans Decentraland, parce que j'ai de très gros liens avec une bonne partie de toutes ces équipes en fait, qui composent cet écosystème qui est Decentraland. Mais en aucun cas c'est exclusif ou figé dans le temps, ou des choses comme ça, parce que pour moi, c'est des métaverses en fait qui vont composer vraiment cette ère du métaverse. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que je vois les choses par rapport à Decentraland. Et c'est vrai qu'en regardant les concerts, moi j'étais assez étonné, l'image, souvent véhiculée, des soirées, des concerts, quand bien même il y a des gens, justement, il y a du monde, c'est, des personnages qui ne bougent pas, tu vois? Des avatars, totalement immobiles. Là, au contraire, j'ai vu que ça bougeait, pas mal, qu'il y avait du monde. Comment tu arrives justement à ramener du monde sur une scène virtuelle, hein, comment toi tu t'incarnes peut-être pour créer de l'échange? Et je pense que c'est un terme, qui sera peut-être cher aussi, à Louis, de l'interaction entre, la partie réelle, donc toi dans ton studio, et des gens qui te regardent derrière un écran ou depuis un casque de réalité virtuelle. Alors, ça va passer par plusieurs étapes qui peuvent aussi se définir et être puisées dans la vie réelle, des étapes de promotion de soirée classique, en fait. On va faire des visuels, on va commencer par en parler, on va créer un événement. Et puis, plus le concept, en fait, va plaire, plus on va être dans l'originalité et plus on va être dans la découverte de nouvelles choses qui n'ont pas été testées avant ou pas été tentées avant, plus les gens, en fait, vont tout simplement avoir cette saine curiosité de venir voir ce qui se passe. Et j'essaye vraiment, moi, de toujours me renouveler. Je travaille énormément pour constamment améliorer mon DJ set, préparer des surprises, des choses comme ça, mais pas que.
Le Mmh. Web3 nous offre, nous aussi, artistes, la possibilité de pouvoir, euh, on va dire, aller dans des sentiers qu'on n'avait absolument pas l'habitude d'explorer auparavant. Et je vais citer par exemple les wearables. Dans les NFT, les wearables, qui sont des vêtements virtuels qu'on peut porter. Imaginez qu'aujourd'hui, j'ai à peu Comme un près. masque à tête de buffle. Alors, pas que, justement. Imaginez qu'aujourd'hui, j'ai entre 500 et 600 personnes qui, dans des Centraland, ont le chapeau de cow-boy, le bandana avec les colts, le trench coat de cow-boy, et pour les les vrais outlaws du truc, ils ont le crâne de buffle, qui est forcément un item un peu plus cher. Et en fait, tous ces items, à terme, auront une utilité et pourront aussi apporter une valeur encore plus conséquente aux personnes qui me soutiennent en fonction de l'évolution de mon aventure. Donc, Ouais. et pour justement gérer l'interaction et augmenter le nombre de personnes qui peuvent venir à tes soirées, etc., ce qu'on aime bien faire en général, c'est proposer des giveaways où on va offrir certains de ces items à la communauté sous forme de jeu. Moi, par exemple, j'aime beaucoup faire des blind tests parce que ça les permet aussi de se concentrer sur le produit musical que j'ai construit. Mmh. L'idée est fun. Donc, il y a pas mal de choses en fait qu'on retrouve de la réalité. Il y a un vrai transfert d'énergie qu'on peut remarquer entre justement les gens pour qui on va jouer, même si c'est des avatars et qu'on les voit au travers d'un écran, et nous-mêmes en fait. Exactement pareil que dans un club, quand je serai là avec mon micro à dire tout le monde les mains en l'air, etc. On va avoir ce transfert d'énergie qui va être un peu pareil quand une musique va monter, que ça va être le moment où tout le monde va sauter, machin, etc. On va avoir des gens qui vont appuyer sur D3, qui vont mettre des dollars, des choses comme ça, mais si on passe l'aspect technologique, Ouais. on a un vrai transfert d'énergie qui est super important parce que ça nous permet de nous connecter avec des gens dans le monde à qui on n'aurait jamais parlé avant. Et moi, personnellement, en tout cas, ça m'a totalement séduit pour mon projet et puis pour l'avenir de la musique, pour toutes ces choses-là. Je trouve ça fantastique de pouvoir s'exporter à ce point-là, en fait. Ah, j'imagine que quand on est, curieux et dans l'expérimentation comme toi ou Jean-Michel Jarre, hein, qui est l'un des pionniers, de, la musique électro, s'investir dans le Web3, ça peut être, et toutes ces innovations, tout ce qu'il peut apporter, ça peut paraître assez naturel mais je tu parais pas est-ce que vous paraissez pas peut-être pour des ovnis par rapport à des artistes, on va dire, plus classiques ou peut-être un peu plus frileux, vis-à-vis de ces technos? Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas, je pense qu'il en faut pour pouvoir redresser les directions, des choses comme ça. Et je ne pense pas que ce soit des ovnis très, très dangereux non plus. On parle de partage, on parle de, d'avoir plus de manières d'expression Mmh. dans un temps où, quelque part, les artistes n'en ont peut-être aussi que trop peu ou pas assez. Peut-être aussi que ça a été réduit dans le temps, c'est des questions qu'on pourrait se poser ou pas, mais je les relève comme ça pour défendre ce fait que potentiellement, ça peut apporter aussi un véritable avenir à des personnes qui ont envie de professionnaliser leurs skills dans l'art et ce genre de choses-là, en fait, au travers des NFT, par exemple, pour un artiste qui va peindre ou qui va faire de la photographie ou de la vidéo, mais aussi pour un artiste, bien sûr, qui fait de la musique et du son pour ses prochaines sorties. Mmh. Mais, c'est vrai que Jean-Michel Jarre, depuis quelques années, parle beaucoup du métavers et depuis quelques années, justement, Louis, vous êtes partenaire, vous avez mis en place plusieurs expériences. Est-ce que, tu peux peut-être nous partager alors je reviendrai un peu plus tard sur les origines peut-être de, comment toi tu as créé Vroom, mais est-ce que tu peux peut-être revenir sur, le départ de cette collaboration avec, un artiste qui aujourd'hui, bah, un peu comme Buffalo, hein, porte-étendard du métavers et des potentialités offertes par le Web3. Alors en effet, et d'ailleurs ça va me permettre de rebondir sur ce que Buffalo vient de dire, parce que nous aussi c'est pareil, on a commencé et on s'est rencontré avec Jean-Michel Jarre, très peu après le premier confinement, c'était l'époque du Covid et le 1er confinement. C'est ça qui m'a poussé à créer un premier festival, en réalité virtuelle sociale, sur une plateforme qui s'appelle VRChat et c'est suite à ça, en fait, c'est à ce moment-là et ce que dit Buffalo est tout à fait exact, c'est-à-dire que ça peut permettre des débouchés et des nouvelles avenues, entre guillemets, d'exploration pour des artistes toutes sortes d'artistes. Et à l'époque, j'étais en contact avec le ministère de la Culture. À l'époque, tous les artistes étaient, c'était le désastre parce qu'il n'y avait plus de scène, il n'y avait plus de festival, tout était arrêté, tout était gelé, il n'y avait plus de public. Et donc, pour le spectacle vivant, ça a été une catastrophe. Mmh. Et c'était l'époque où, comme j'avais lancé mon premier festival donc sur VRChat et qui faisait pas mal un carton,
j'appelais le ministère de la Culture et je leur disais le Covid n'est pas une fatalité pour les artistes. Pas du tout. Et au contraire, regardez ce qu'on peut faire. Et j'appelais le ministère de la Culture à créer des assises du spectacle vivant et de la réalité virtuelle. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, mais à force de les harceler, entre guillemets, pratiquement toutes les semaines, entre le mois de mars, où ça a été le premier confinement en 2020, et le 31 mai, le 31 mai, bon, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, bon, euh, on nous parle de déconfiner, là, en juin, et on ne sait pas quelles sont les contraintes de jauge, etc. Est-ce que, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, pour la fête de la musique. Alors, je dis, c'était le 31 mai. Alors, j'ai dit, bon, on peut faire quelque chose, oui, tout à fait. Et je leur ai dit, écoutez, donnez-moi 2 jours et je reviens avec une proposition. Et là, je raccroche et je me dis, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire et surtout avec qui? Parce qu'il fallait trouver un artiste qui soit suffisamment fédérateur, un peu transgénérationnel, qui n'ait pas peur, qui soit déjà très innovant dans l'âme, qui accepte de jouer le jeu, qui soit suffisamment connu pour que le ministère de la Culture trouve que c'est quelqu'un de bankable. Ouais, exactement l'adjectif que j'allais utiliser, ouais. Ouais, tout à fait. Et en fait, je connaissais absolument pas Jean-Michel Jarre, hein, le 31 mai 2020. Et j'ai appelé, j'ai réussi à avoir le mail de son agente. J'ai contacté son agente qui m'a répondu au bout de 2 heures. On a eu un coup de fil le soir même. Et le lendemain matin, Jean-Michel Jarre a dit OK. Et c'est un truc de fou. Parce qu'on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et on avait 3 semaines pour monter un concert dans le métavers. Ouais, c'est dingo et depuis, vous avez fait plusieurs collaborations Et depuis, dont, oui, alors, dont là, Notre-Dame, je pense que ce genre de baptême de feu crée des liens très forts parce que c'était complètement dingue. On n'a pas dormi pendant 3 semaines. Mais on a réussi à le faire. Et du coup, et ça fait pas mal de. Ça a plutôt bien marché puisqu'on était diffusé en même temps, en live. Alors lui, il jouait live de son studio. On était en live dans la cour du Palais Royal au ministère de la Culture. C'était un concert qui avait été ouvert avec des places, une centaine de places proposées à des étudiants d'écoles multimédia qui avaient été un peu triés sur le volet ou sélectionnés, pas vraiment triés sur le volet d'ailleurs, mais sélectionnés, tirés au sort. Pour quand même marquer le coup et dire qu'il y avait un concert physique, alors avec beaucoup de distance entre chaque personne, etc., comme ça se faisait à l'époque. Et on avait en parallèle donc la retransmission en live de la captation qu'on faisait du concert virtuel sur les réseaux sociaux, Facebook Live, YouTube Live de Jean-Michel. Et on a quand même eu ce jour-là 600 000 personnes qui se sont branchées le jour J au moment du concert et plus d'1,2 million en replay en l'espace de 24 heures. Donc c'est quand même, on voit qu'il y avait quand même une espèce d'attirance. Merci. ouais, c'est impressionnant, je C'est suis d'accord vraiment avec quelque chose. Buffalo, ouais. Et on a remis ça avec Welcome to the Other Side, donc le concert où là, carrément, on a vraiment explosé les records, mais parce qu'on a battu le record du monde du concert le plus streamé, alors qu'il se passait avec 75 millions de vues. Mais là, on avait tout pour nous. Enfin, je veux dire, là, c'était au Nouvel An, c'était le troisième reconfinement, c'était dans Notre-Dame, dans un Paris où tout s'était arrêté. La ville de Paris était derrière nous, le diocèse était derrière nous, il y avait même le Vatican qui a tweeté, donc vous imaginez quand même. J'avoue que c'est fort, c'est fort. Donc voilà, donc ça explique un petit peu tous les chiffres faramineux, mais très franchement, et c'est ça qui est super, et Buffalo, c'est ce qu'il fait aussi, c'est cette alliance du physique et du virtuel, et ce live, en fait, cette notion de live qui est quand même super, et le fait de pouvoir être cross-platform et pouvoir euh, toucher un tas d'auditeurs un peu partout. C'est vrai qu'il y a une composante intéressante et qu'on n'a pas évoquée, c'est que dans le cadre de Jean-Michel Jarre, peut-être le tien aussi Buffalo, n'hésite pas, à m'apporter tes lumières là-dessus. Le concert dans le monde virtuel s'appuie sur un concert physique. Alors, est-ce que toi, Buffalo, par exemple, quand tu le fais, tu joues, par exemple, là, pour les dates fin août, tu joues devant un public ou est-ce que tu joues en studio? Enfin, comment, c'est vrai que cette composante de spectacle concret, en parallèle est assez importante, j'imagine? Alors, pour ma part, en tout cas, il y a plusieurs types de soirées, et c'est vrai que le but à terme est d'arriver à, en perpétuité, pouvoir organiser des soirées, double soirées métaverse et réalité. Mais
Pour l'instant, on n'a pas des espaces et des lieux qui vont être totalement équipés pour pouvoir parfois streamer avec la fibre, machin, et cetera, dans le métaverse, faire des doubles choses. Donc, pour les événements que tu as cités, ce seront des événements qui se tiendront depuis le Mmh. studio et qui auront lieu dans le métaverse. Ce ne seront pas des événements qui auront un auditoire réel en face de moi OK. pour celle-ci, puisque à chaque fois, c'est des événements qui sont bien distincts pour des projets de NFT bien différents. Là, pour le coup, ça sera en studio. Mais par exemple, il y a 2 mois de ça, je suis parti mixer en Croatie pour l'événement qu'il y avait de la Croatie, le Blockdown Festival, qui avait lieu à Sibénik. Et on a organisé cette fois-ci un live depuis le haut de la forteresse Saint-Michel à Sibénik, où on a streamé justement Je suis dans le embêté par un métaverse. moustique, pardon. Il y a des moustiques. Là, j'ai pas ce problème avec ce masque au moins. Et on a streamé du coup donc depuis le haut de cette forteresse directement dans le métaverse. Et cette fois-ci, il y avait évidemment l'auditoire. Donc ça dépend en fait des formats d'événements, de la capacité du lieu à pouvoir le produire, ce show justement aussi. Si c'est dans un lieu, euh, en général, ça dépend de ça. J'en profite, il y a Usul Lefremen dans le chat, j'essaie de garder un œil sur le chat en même temps, hein, c'est pas facile, je suis désolé si je loupe. Alors déjà, Usul nous annonçait qu'il s'était marié, donc bah, déjà bravo, toutes nos félicitations, Félicitations. hein, Bravo. je tiens à signaler également et à remercier Ben Crypto, qui s'est abonné, donc bravo, bravo Ben Crypto et merci. Et Usul nous disait: «On a fait de notre côté une soirée crypto DJs, concert physique rooftop à New York et nous dans Decentraland avec retransmission sur écran, dedans». Effectivement, on voit de plus en plus, hein, ce genre d'événements, qui jouent, voilà, sur les 2 aspects. J'ai une question très pragmatique là-dessus. Pour l'artiste, j'imagine que, le fait de se produire dans le monde virtuel, c'est beaucoup moins, contraignant qu'un un concert dans le monde réel où, il y a aussi beaucoup d'intermédiaires, qui peuvent éventuellement grignoter, hein, sur la chaîne de valeur. C'est un argument, de ton côté, Louis, peut-être pour approcher des artistes et de ton côté peut-être aussi, Buffalo pour multiplier les concerts? Je t'en prie, je t'en prie. Ok, bah, alors nous, l'argument, c'est vraiment de briser tout ce qui est contrainte matérielle en fait et contrainte physique. C'était ça qui m'a motivé au moment où j'ai créé Vroom en fait, parce qu'avant j'étais directeur d'un théâtre, un petit théâtre dans le sud de la Zut, France. Pardon? zut, ma blague sur le théâtre du Minotaure, les atomes, mais bien sûr, effectivement, donc théâtre du Minotaure à Béziers. Voilà, donc les bêtes à cornes à nouveau qui ont encore frappé. Mais ce théâtre-là, en fait, c'était un petit théâtre avec une petite jauge de 200 places. Et en fait, c'est un théâtre que j'ai créé en 1999, donc ça fait quand même un bail. Et je l'ai vendu en 2020 d'ailleurs. Donc c'est quand même un théâtre que j'ai géré plus ou moins de loin, puisque j'étais aux États-Unis ensuite pendant THX. 21 ans. Mais une des raisons pour lesquelles la réalité virtuelle et le métavers et le Web 3 m'ont complètement fasciné au moment où ça a été l'avènement des casques VR pour le grand public en 2016 en particulier avec la PSVR, le HTC Vive, l'Oculus Rift, etc. J'ai immédiatement vu l'opportunité de briser toutes les contraintes qui m'empêchaient en fait d'accéder au public et de rentabiliser en fait toutes les productions. Parce que quand on a un petit lieu, en fait, c'est jamais rentable. Mais oui. Et on est toujours très frustré parce que les gens ne peuvent pas venir, parce que c'est jamais le bon jour, c'est trop loin, il pleut, il fait trop chaud. Enfin, il y a toujours une raison pour laquelle les gens ne peuvent pas se rendre à un spectacle, pour lequel les artistes n'arrivent pas à retrouver leur public. Et la réalité virtuelle, c'est un moyen de briser toutes ces barrières. Les barrières, les contraintes physiques, d'espace, de logistique, de budget, et justement pour accéder au public. Et souvent, pour accéder aussi à un public qui, de toute façon, ne serait pas venu dans les lieux physiques, parce Mmh. que soit ils ne consomment pas la culture de cette manière-là, soit Exactement. ils sont handicapés, soit il peut y avoir un tas de choses. Buffalo, tu voulais dire un truc? Ah mais non, non, justement, je suis Du complètement. Je plus vais soi, poser j'ai tout de suite l'impression. après parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire par rapport à ça et je vais finir justement après toi. Non, non, mais vas-y. C'est complètement ça en fait. On a aussi toute une catégorie de personnes. Et par exemple, moi je vais citer une communauté qui est aussi chère à mon cœur. C'est toutes les personnes qui jouent vraiment énormément aux jeux vidéo, comme par exemple World of Warcraft, Dofus, ce genre de choses-là. Et je les connais. Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'aiment pas aller en soirée.
qui n'aiment pas ce contact avec énormément de foule, énormément de gens. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont associables, qu'ils n'aiment pas le contact avec l'humain. Ouais. Et ils le consomment juste, comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec ça, différemment. Et on n'a jamais répondu à cette demande pour ces gens-là d'entertainment, de fun, de divertissement. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, ça brise aussi cette barrière qui les empêchait aussi de pouvoir se divertir. Quand par exemple, il y a eu le premier concert dans Fortnite, où on a vu Marshmello arriver, ou des artistes comme ça a complètement ouvert le champ des possibles pour énormément de personnes parce qu'on s'est dit, waouh, il y a un concert dans un jeu à ce moment-là. Ça a été un des très gros moves aussi de ces dernières années dans cette ère, en fait. Et complètement d'accord avec toi sur ce principe. C'est juste ça que je voulais ajouter. Louis, je t'en prie, enfin merci Buffalo. Louis, tu voulais on boucle peut-être sur, le passage du théâtre à, l'expérience de réalité virtuelle, avant d'aborder peut-être la question du métavers? D'accord. Bah, en fait, oui, l'idée, c'était vraiment, moi, ce qui a toujours été ma passion dans la vie, c'est le partage de l'émotion que procure le spectacle vivant. Et partager cette émotion, je trouve que c'est essentiel. Et je n'avais pas encore trouvé de média avant le Web3, avant la réalité virtuelle sociale, je n'avais pas encore trouvé de média qui soit capable de retranscrire un peu de manière similaire l'émotion qu'on a dans un lieu physique, quand on est épaule contre épaule, qu'on est face à l'artiste et qu'on est dans une ambiance où on partage tous en même temps le même moment, un moment d'émotion, et où on peut communiquer entre nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas devant un écran, on est dans l'écran. Mmh. Et on est, en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose que seule la réalité virtuelle, pour l'instant, ou le Web3 peuvent procurer très clairement. Et l'idée, c'est de créer de la proximité entre, au sein du public et avec l'artiste. Et est-ce que vous envisagez, enfin, c'était le cas par exemple du concert de Jean-Michel Jarre, c'est d'ajouter, de «dépasser» entre guillemets les frontières du possible. C'est, d'ajouter un éclairage de dingo, dans la cathédrale. Enfin, c'est vrai que, j'imagine que vous avez un éventail et c'est sans doute ton cas aussi, vous avez un éventail d'outils mais qui permet quasiment tout. Alors, on est assez, comment dire, assez bien outillé, comme tu dis. On a accumulé pas mal d'expérience aussi en 3 ans maintenant, pratiquement, où on a fait beaucoup de festivals, beaucoup de spectacles, et où on peaufine et on joue justement avec les contraintes techniques, parce qu'il y en a énormément. C'est ça aussi qui rend la chose très intéressante, parce qu'on n'est pas là en train d'essayer de faire quelque chose qui est trop beau, trop gros et qui en définitive ne va pas marcher parce qu'on prend toujours, et ça c'est une des grandes leçons que j'ai apprises de Jean-Michel Jarre. Ce Jean-Michel Jarre, c'est l'homme de tous les records et depuis le début. Et c'est vraiment un génie. Mais franchement, je dis ça sans flagornerie du tout parce que c'est la réalité. Et il a toujours eu cette intelligence de, de faire le plus possible avec le minimum de moyens. Mmh. Et c'est quelque chose qui est très smart en fait, parce qu'il veut que l'expérience soit la meilleure possible, même avec 2 bouts de ficelle. Alors évidemment, lui, il n'a pas toujours eu de bout de ficelle, il a souvent eu des moyens relativement exceptionnels, mais même avec ces moyens exceptionnels, il va faire des choses encore plus grosses. Et avec la réalité virtuelle, c'est un peu comme s'il revenait aux sources. Et lui, il me disait, enfin, il est très heureux. Pour lui, c'est comme une renaissance parce qu'il se retrouve au début de la musique électronique, pratiquement, avec des moyens limités pour faire des choses très impressionnantes. Mm. Et du coup, il a ce côté MacGyver qui est très excitant en fait, parce que nous, on arrive et tout en prenant en compte le fait qu'il faut que ça marche, il faut que ça soit fluide, il Mmh. faut que l'expérience utilisateur soit géniale. Donc, on fait avec les moyens du bord, mais on essaie de faire le maximum. J'imagine Buffalo que c'est un peu de ton côté, c'est un peu la même chose puisque, enfin, dans Decentraland, qui est un jeu qui est quand même relativement low poly, hein, c'est pas très, très beau et c'est pas un jeu enfin, c'est pas un univers, qui va en mettre plein les yeux. Comment visuellement, toi, tu t'essayes d'augmenter le game, pour que les gens, soient surpris, impressionnés ou qu'entre guillemets, l'expérience qu'ils ont, d'un concert derrière un écran soit, équivalente ou en tout cas différente, mais qu'elle apporte et qu'elle soit attirante. Bah, alors oui, c'est vrai que c'est en phase d'évolution par rapport à ça. Je vais pas mentir, c'est sûr que pour l'instant, on est encore sur des choses un petit peu basiques. Moi, j'essaye de mettre le paquet sur ce que je sais faire et j'essaye simplement de mettre le paquet sur ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, la prestation, la performance que je vais effectuer, ça va être une performance qui va être axée autour d'un style de musique qui a totalement été retravaillé, mais pour se réintégrer dans la club culture, pour se réintégrer dans la musique électronique aussi. Et à côté de ça, j'ai aussi toute une dimension visuelle derrière moi que je travaille beaucoup, avec beaucoup de visuels, beaucoup d'éléments 3D, des choses qui se passent pendant 1 heure, où j'essaye de synchroniser aussi au maximum ces deux éléments, donc mon set que je vais jouer plus les visuels derrière. Donc on s'approche de plus en plus à un show où moi, dans mon optique, j'aimerais avoir vraiment 1 ou 2 heures de show entièrement produit, où c'est un total spectacle vidéo et image, comme bon nombre de références, dont a commencé bien entendu Jean-Michel Jarre, c'est évident. Mais c'est pour moi super important en fait de leur d'effacer en fait cette énergie où ils pourraient se dire bon c'est vrai que c'est peut-être pas assez bien représenté pour le moment, c'est pas encore, ça me rappelle pas Assassin's Creed ou des jeux que j'ai pu acheter l'année dernière, j'ai l'impression d'être en 2022. Ok, il n'y a pas de problème, je comprends, c'est sûr. Mais là, peut-être est le moment où l'ouverture d'esprit opère. Et une fois qu'on a passé ça, encore une fois, comme le coup du B3 avec les dollars, c'est sûr et certain qu'on est toujours en 2022. Je suis Mmh. d'accord. Mais le sentiment que moi j'ai quand j'ai 200 personnes et qu'on me dit en plus que c'est sur 10 serveurs différents qui appuient sur B3 à ce moment-là, il est exactement pareil que quand je les entends crier devant 2000 personnes. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, une fois qu'on a passé en fait cette chose où on se dit, bon d'accord, ok, c'est en construction, c'est tout nouveau, c'est sur la blockchain, il faut du temps, c'est en train d'évoluer petit à petit, mais ça prend du temps. Je reste en super gratitude en fait de pouvoir proposer mon art encore plus limite à ce moment-là quand j'ai l'impression que les buildings autour de moi sont en construction en fait, si j'imagine la chose. Et tu surveilles un peu ce qui se fait, ou les possibilités offertes par d'autres métavers? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, j'ai fait l'ouverture de Bunnyverse, qui est le premier métavers sur Elrond Network, qui eux, du coup, sont vraiment construits complètement différemment, qui offrent directement dès le début une expérience poussée en termes de graphisme. J'ai aussi eu une expérience avec The Sandbox que j'affectionne tout particulièrement. J'ai aussi entendu beaucoup parler de Spatial XR, de CryptoVoxel. Il y a énormément, énormément de places que j'ai encore envie de visiter, puis de pouvoir y jouer, de pouvoir exporter l'art que je fais, du moins. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est pour l'instant, il y a eu un boom majeur par rapport à Decentraland, et à raison, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'y sont passées. Euh, le métaverse, pour moi, est un concept qui va englober en fait tout ça pour créer une sorte de réseau de métaverse. En tout cas, c'est comme ça que je Mmh. vois les choses. C'est comme ça que j'ai l'impression que ça se dessine aussi. On commence à parler de consensus de métaverse. Par exemple, il y a une semaine, il y a eu une annonce comme quoi justement des entités comme The Sandbox, Decentraland et un paquet d'autres grosses Ouais, entités Meta, ouais, tous les grands acteurs, ouais. avaient commencé à justement se joindre pour créer des espèces de bridges, des choses comme ça. J'ai plus le nom, mais c'est Oui, c'est enfin, ils ont mis en place, en quelque sorte, des standards, pour favoriser l'interopérabilité En fait, c'est entre les exactement ça. différents On commence à métavers. parler d'une gigantesque alliance, si tu veux, des métaverses pour que justement, ça facilite cet onboarding, cette phase d'embarquement des gens. Parce que comme tu l'as dit, et c'est vrai, ça peut être difficile de. C'est quelque chose où il faut être formé pour l'instant. Et le but du jeu, à mon sens, c'est que les gens n'aient pas à avoir besoin d'être formés pour comprendre. Et on peut comparer ça totalement à l'ordinateur. Moi, quand j'étais super, super jeune, quand les premiers Windows sont arrivés, ce genre de choses-là, j'avais du mal à le maîtriser. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est quelque chose de super simple pour moi. Ouais, bien sûr. Mais cette formation-là, c'est comme quand on apprend le vélo ou des choses comme ça, on peut le comparer à absolument n'importe quoi. Une fois qu'on aura passé ça par une masse adoption et aussi par une popularisation, une démocratisation de tous ces outils-là, je pense qu'on aura aussi une autre vision de ça et que ces petits problèmes de low poly, comme tu peux me citer, ils seront bien loin derrière, tu vois. C'est Ademaria qui me dit, merci d'ailleurs, c'est le Metaverse Standard Forum. Merci beaucoup Ademaria pour la précision. Alors, j'ai entrouvert la porte, du métavers, avec, une envie, c'est de parler, du métavers européen ou même français. De votre côté, Vroom, je le disais en intro, vous envisagez, enfin vous travaillez j'imagine d'arrache-pied sur, l'établissement d'un métavers européen, avec une levée de fonds là dans les prochains mois assez conséquente et normalement, le dévoilement d'un prototype, en fin d'année, un métavers qui serait, dévolu au divertissement. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous le décrire, nous le présenter un petit peu? Tout à fait. Alors, en fait, l'idée, c'est de créer un peu une sorte de YouTube du métavers.
Parce que, alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est le fait que pour l'instant, la plupart des plateformes qui existent ne sont pas faites pour le spectacle vivant. Moi, je viens de ce milieu-là et j'en souffre un peu parce qu'à chaque fois, on est obligé carrément de hacker le système pour pouvoir Mmh. réaliser un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et c'est toujours un peu bancal, en fait, et on n'arrive pas à le faire. Donc, l'idée, ben, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, c'est de créer notre propre plateforme pour pouvoir justement y intégrer des outils qui peuvent servir aux artistes et qui soient faciles d'utilisation. C'est-à-dire que, un petit peu comme sur YouTube, quelqu'un qui a sa chaîne YouTube peut s'adresser à son public, que sur notre métavers, sur notre plateforme, les artistes puissent en quelques clics créer leur univers, avoir tous les jeux scéniques, les jeux d'effets scéniques, d'effets de lumière, de son binaural, ambisonique, Dolby, etc., à sa disposition pour pouvoir réaliser le spectacle dont il a envie, ou et que ce soit d'un artiste, comment dire, professionnel, ou d'un indépendant, ou de quelqu'un de novice, etc. Parce que c'est quand même ça aussi, et Buffalo vient de le dire, et c'est tout à fait vrai. L'important, c'est la démocratisation de ces outils et Mmh. l'accessibilité. Donc ça, on y travaille énormément pour faciliter les interfaces, simplifier la prise en main, faire des choses qui soient simples d'accès et donner des outils de monétisation, que ce soit de la billetterie, que ce soit du merchandise, que ce soit comment dire, des transactions de biens virtuels, etc., que ce soit éventuellement des NFT. Nous, on n'est pas trop dans les NFT, mais bon, c'est quelque chose qui va faire partie du paysage très Ouais. forcément. Enfin, tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question. Je veux dire, Ne ça serait-ce fait que par la billetterie, par exemple, j'imagine? exactement. Donc, je veux dire, mais je veux dire, nous, en fait, de notre côté, les NFT, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, je veux dire, c'est un outil parmi tant d'autres, plus exactement. Donc, en fait, il y a des enjeux de souveraineté parce que on a, on a eu des problèmes avec Internet, on voit où ça nous a amené, on est ultra dépendant de très, très grosses plateformes et il ne faut pas que ça se repasse, il ne faut pas qu'on nous refasse le coup avec le métavers. Donc, c'est très important qu'il y ait des plateformes métavers qui ne soient pas seulement américaines, qui ne soient pas seulement chinoises ou japonaises, mais qui puissent être, ou coréennes, mais qui puissent être aussi franco-européennes ou françaises ou italiennes ou n'importe, mais qui ait une diversité. On le voit déjà, il y a des dérives parce que il y a, comment dire, il y a des enjeux de liberté de pensée, liberté d'expression, il y a des enjeux financiers et commerciaux parce qu'on peut mettre en avant certains contenus euh, et comment dire, en occulter d'autres. Donc aussi l'accessibilité, je veux dire la visibilité des contenus est aussi très très importante. Il y a énormément d'enjeux autour de tout ça. Le problème, c'est que pour construire un métavers européen souverain, d'abord, on aura besoin de plusieurs plateformes. Ça ne sera pas que Vroom, parce qu'on parle vraiment d'interopérabilité, mais il faut des plateformes puissantes. Il faut des plateformes qui aient les moyens de faire face, ou au moins d'être équivalentes Ouais. d'égal à égal avec des plateformes américaines ou avec d'autres plateformes. Et surtout, il faut des plateformes qui soient adaptées aux besoins des artistes. Ce qui, pour l'instant, n'est absolument pas le cas nulle part. Donc ça, c'est un peu notre pari. Tu as des difficultés, Buffalo, toi, par exemple, pour, enfin, te produire, sur Decentraland? Alors maintenant, j'imagine que tu roules ta bille, et que tu maîtrises tous les outils, mais à tes débuts, j'ose imaginer que ça que c'était pas évident. Très honnêtement, je pense que c'est de l'ordre des problèmes de n'importe quel streamer, tu sais, qui va faire des streams ou des choses comme ça, en fait. J'ai pas spécialement eu de soucis liés directement en fait à Decentraland Mmh. ou à sa technologie, tu vois. Il a pu arriver que des fois le live bug pour des connexions internet qui sautent ou ce genre de choses-là, mais j'ai pas spécialement été touché ou ralenti, on va dire, par des problèmes particuliers par rapport à ça. Des fois, par exemple, quand on doit faire, par exemple, le show qu'on fait ce samedi-là, j'enregistre moi un DJ set qui va être entièrement covered, donc couvert avec des sets de guitare, du piano, des percussions, de l'harmonica, par quelqu'un qui est à l'autre bout de Los Angeles. Donc pour ce faire-là, on est obligé, et le public le Ouais. sait bien évidemment, parce qu'on a déjà fait l'édition 1 il y a 2 mois, on est à ce moment-là à côté d'eux dans le club virtuel et on leur parle, donc fatalement ils savent qu'on n'est pas en live, c'est différé. Mais parce qu'on est sur aussi un nouveau type d'œuvre, quelque chose qui n'existait, enfin, qui a forcément existé avant, mais axé sur le métaverse, ce genre de collaboration-là d'artistes de l'autre côté du monde
qui arrive à faire un set totalement coordonné, mais en différé pour le moment, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Donc, quand tu me posais la question, par exemple, tout à l'heure, de qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir, sur quoi on va jouer sur ce genre Les de truc. collabs. Et là, dans ce cas de figure-là, ça sera en différé. Donc, bah, la seule chose qui se passe, c'est que tu vas diffuser les produits entiers de votre enregistrement. Donc, mon enregistrement que je lui renvoie à lui. Une fois qu'il a fait son travail, il me le renvoie à moi. Et une fois qu'on a terminé tout ça, bah, on le diffuse en fait. Mmh. Mais si tu veux, c'est pas quelque chose où les gens vont dire oh, il est pas en live, c'est nul ou des choses comme ça, parce que c'est le produit c'est un travail en fait. C'est un produit que tu construis, un spectacle à regarder pendant une heure. C'est parce qu'on n'était pas en live justement qu'on a pu le réaliser pour le moment, parce qu'on avait Oui, des... c'est ça, vous auriez pas pu le produire aussi bien, en live. C'est exactement ça. Donc c'est pour la réussite en fait du show, et tout le monde le comprend. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que cette communauté là, de par les NFT, ou de par le fait que c'est souvent des aficionados qui vont vouloir découvrir des nouveaux artistes ou des choses comme ça, ils vont pas être regardants sur ce genre de choses-là. Ils sont là pour l'art, ils sont là pour ce que tu défends vraiment et ce que tu partages. Donc c'est plutôt agréable. On parle depuis tout à l'heure de musique et plus encore de musique électro. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art, Louis, auxquelles tu penses, peut-être aussi un Buffalo, qui ont vocation ou qui ont un vrai intérêt à s'exporter sur le métavers? Carrément, en fait, nous, on a déjà fait, alors, on a fait 2 spectacles, un de danse, c'était du flamenco contemporain. C'était au festival New Images à Paris, qui avait été reporté puisque c'était en 2020. Normalement, ça a lieu en juin. Il avait été reporté à fin septembre et il a eu vraiment du bol parce qu'une semaine après, c'était à nouveau le deuxième confinement. Euh, et on avait proposé un spectacle hybride, complètement hybride, donc sur scène, avec une danseuse qui portait un casque Quest, qui dansait du flamenco sur scène avec derrière elle un écran où on Génial. voyait ce qui se passait sur VRChat avec une scénographie, une mise en scène qu'on avait et des graphismes qu'on avait créés et qui se déroulaient en temps réel derrière elle au fur et à mesure de la musique. Un guitariste qui était avec elle un guitariste chanteur qui était avec elle sur scène aussi, mais qui lui n'était pas équipé. Mais elle avait un casque Quest et elle avait des manettes qui étaient accrochées à ses poignets, simplement ça. C'était vraiment tout simple comme setup, sur scène devant 500 personnes, et on la voyait en réalité virtuelle sous forme. Alors c'était très stylisé parce que là c'est pareil, on parle de contraintes techniques Ouais. qui définissent en fait la direction artistique. Là, on était avec un casque Quest et 2 manettes, Ouais, donc elle avait 2 Wiimotes dans les mains, exactement, donc impossible de voir ses pieds, enfin, etc. Donc du coup, on avait créé un avatar pour elle qui était un avatar formé un peu de particules lumineuses qui bougeaient, c'était très beau. Mais on avait un concert donc, qui était en même temps physique et en même temps virtuel. Donc pour la danse, il y a d'autres compagnies comme euh, mince, il y a plusieurs compagnies de danse je qui les font aurais des pas, choses. donc c'est pas grave. Oui, ouais, j'ai oublié le nom, désolé. Gilles Jobin, qui était un chorégraphe et qui est à Lausanne ou à Genève, je crois, et qui a sa compagnie de danse et qui fait des shows en réalité virtuelle, aussi en live. Donc tout ça, ça existe. On a fait aussi un stand-up comédie avec le British Arts Council en décembre 2020. C'était une comédienne qui était là sous forme d'avatar. Et là, c'est assez drôle parce que en fait, pour les comédiens, ils sont très réticents. C'était sur VRChat, donc quand même, les Oui. avatars, ils sont pas très expressifs. Ouais, c'est Enfin, exactement ça, oui. donc, Ouais, je donnais l'exemple de Buffalo, mais j'imagine qu'effectivement pour les comédiens, faut ouais, pouvoir, non, lire la pièce, quoi. et là, c'est pareil. Alors, cette fille, elle était vraiment fantastique. Bon, c'était une Anglaise, mais vraiment super, super géniale, qui avait un avatar, donc un peu un avatar lambda qu'on trouve sur VRChat, et qui était donc devant une audience d'avatars, et qui en fait a engagé tout un dialogue en justement comment dire, en interpellant les avatars et en leur disant vous avez l'air bizarre. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et tout le show était comme ça. Et en fait, c'était très très drôle. Et elle s'est servie, elle aussi, des contraintes qu'on a actuellement pour faire un show qui était très pertinent et qui était en fait très drôle. Donc on peut faire des choses. Évidemment, la technologie va évoluer. On va pouvoir faire des choses de plus en plus poussées. On va pouvoir avoir des expressions de visage, des mouvements corporels qui vont être de plus en plus fidèles à la réalité et qui vont être aussi de plus en plus légers à réaliser.
Tout ça, ça va dans le bon sens entre la technologie et entre l'adoption du public. Je pense que. Mais j'aime toujours ce challenge qui fait que les contraintes techniques, en fait, font des déclics chez certains artistes qui s'en emparent et qui font quelque chose d'extraordinaire avec peu de moyens. Alors, avant de parler justement de l'adoption du public, des casques de réalité virtuelle, il y a une question d'Ademaria encore qui demande, pardon: «Comment Vroom se considère-t-il d'un point de vue concurrentiel ou non avec Stage 11?» Ah, alors c'est un petit peu différent parce que nous, on propose donc des spectacles en réalité virtuelle sociale qui sont en 6 degrés de liberté. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, mais c'est quand on a un casque de réalité virtuelle, par exemple, on est vraiment immergé dans l'espace et on peut être face à l'artiste, soit son hologramme, soit une représentation en vidéo, soit son avatar en 3D, et on peut se mouvoir dans des mondes en 3 dimensions, interagir avec les objets, etc., etc., et être vraiment au centre de l'action. Ce que fait Stage 11, c'est un petit peu différent c'est plus de la réalité mixte qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont proposer pour le web des réalisations virtuelles. C'est un petit peu différent. On n'est pas, enfin, si j'ai bien compris ce qu'ils faisaient, hein, après je peux me tromper, mais on n'est pas tout à fait, on joue pas tout à fait dans le même domaine. Alors, j'en profite, on a déjà bien entamé l'interview, pour faire une petite pause avec le quiz. Je vous ai prévenu en amont, on a un petit quiz toutes les semaines dans l'émission. Je garde de côté, hein, la question de l'adoption, des casques de réalité virtuelle. Vous allez déjà me dire, bon, j'imagine que Louis, de ton côté, forcément avec le travail. Buffalo, ça m'intéresse si en plus de ton masque casque, tu as également, un MetaQuest ou un autre casque, mais on garde ça de côté pour la suite. Hélène, est-ce que tu peux afficher peut-être les questions? Tu me dis et mais bon, sinon moi je vous les pose de suite. Le quiz. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai, donc on a 5 NFT, uncut à vous faire gagner à l'effigie, de Buffalo qui nous a envoyé, une très chouette photo. Je suis assez content, enfin je suis même très content, de ces NFT. J'espère qu'ils vous plairont et surtout que vous avez bien suivi, l'émission qui était elle-même, elle aussi très bonne, la semaine dernière. Première question, quel crypto-artiste présent sur Tezos, Jaudoin Mitrani, a-t-il cité en exemple? A. Soutou et Zancan. B. Joule et Gazzo, désolé pour la prononciation. C. Messi et Mbappé. Allez, attention, attention. J'ai commencé. La première question, c'est peut-être la plus difficile. D'après nos invités de la semaine dernière encore, Emmanuel Macron a un projet ambitieux pour la capitale. Il voudrait faire de Paris la Venise du métavers, donc réponse A, la Mecque du métavers, réponse B, la Saint-Étienne du métavers, réponse C. Alors je vois que sur la première question, il y a du bon, il y a du moins bon, hein. Mais peut-être que j'étais un peu trop ardu sur ce coup-là, désolé. 3e question. L'achat d'un NFT est-il défiscalisable? Grande, grande question, je crois que c'est Usul qui l'avait posée. Alors réponse A, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Réponse B, oui. Et réponse C, non. Au même titre qu'un tirage photo, les NFT ne sont pas considérés par l'administration française comme des œuvres d'art. Voilà pour les questions et le quiz. Les heureux gagnants seront tirés au sort ensuite, par, la main, innocente d'Hélène. On revient sur, le sujet de l'adoption. Aujourd'hui, moi, j'ai regardé, vos concerts, respectifs à travers mon écran d'ordinateur, mais j'imagine que vos prestations, vous les pensez et vous les voulez, demain avec un niveau, d'immersion supplémentaire. C'est celui, du casque de réalité virtuelle qui est peut-être un première étape avant éventuellement les capteurs haptiques. Quels sont selon vous, les marqueurs importants? Qu'est-ce qui pourrait encourager les Français et plus globalement, enfin, tout le monde, le grand public à, se doter d'un casque de réalité virtuelle, sachant que, l'actu est plutôt, froide de ce côté puisque Meta, a annoncé, l'augmentation, 100 € d'augmentation sur, son MetaQuest 2 par exemple. Tu veux Qui commencer, veut Buffalo? répondre en premier?
Ouais, Oui, comme tu veux, Louis, je peux y aller peux si y tu aller, je peux y aller. Bon, moi, j'ai quelques réponses à cette question, mais j'imagine qu'il y a pas, il y a plusieurs questions, réponses à cette question, et je pense qu'on va être assez complémentaires là-dessus. veux. Déjà, je pense que ce qui va faire l'adoption, ça va être la technologie elle-même, parce que pour l'instant, très franchement, porter un casque de réalité virtuelle, c'est une tannée. Même moi qui adore ça, je veux dire, au bout d'un moment, j'en ai marre. Au bout de 2 ou 3 heures, on n'en peut plus. Donc, c'est pas ça. En fait, je veux dire, on attend tous les lunettes de réalité augmentée slash virtuelle. On attend tous des devices qui soient beaucoup plus légers pour qu'ils soient beaucoup plus grand public. Et évidemment, il y a aussi une question de prix. Maintenant, j'ai vu de manière absolument, comment dire, le cross, le multimédia est un outil d'évangélisation très très puissant. Quand on a fait Welcome to the Other Side, justement, où on a eu énormément, des millions et des millions de vues sur les plateformes, en particulier les plateformes comment dire, les réseaux sociaux OK. comme Facebook Live de Jean-Michel Jarre, etc., ou même des réseaux en Chine, parce qu'on était aussi en Chine sur les réseaux sociaux chinois, etc. On a vu que les commentaires des internautes en live qui s'affichaient, il y en avait énormément qui concernaient, qui ont eu le désir de se munir d'un casque de réalité virtuelle parce que ce qu'ils voyaient à l'écran les incitait à l'essayer en pleine immersion. Donc, faire des spectacles qui soient hybrides, entre guillemets, parce qu'ils peuvent être diffusés sur plusieurs plateformes en même temps, est un énorme facteur d'évangélisation, je pense. Je ne sais pas, Buffalo, t'en dis quoi? Je suis Parfait, je suis merci. d'accord je suis d'accord et je pense que tu as dit une grosse partie de la réponse que moi aussi j'allais apporter. Il faut qu'il y ait aussi cette raison pour laquelle les gens vont mettre ce gros casque qui va être pour l'instant, très, très vite ennuyant. Je pense qu'il y a une miniaturisation pardon, à avoir de ce produit-là pour que ça soit quelque chose qui rentre dans les standards, en fait, qu'on puisse l'enlever, le porter pendant des heures, etc. Je pense aussi que le prix est un frein parce que pour l'instant, tu vas l'acheter, tu vas avoir une réelle expérience virtuelle qui peut être vraiment, vraiment super agréable. Mais à côté de ça, quand tu entends parler du métaverse, le lien n'est pas encore fait en fait entre ces deux choses-là parfaitement, entre cet aspect de métaverse, de communauté, d'aspect entièrement social. Et j'ai vu quelques expériences qui ont déjà été faites comme ça et qui sont super, on va dire, successful, comme le VR chat sur PlayStation ou ce genre de choses-là où on a des mix justement d'expériences sociales avec le VR. Mais je pense il y a un progrès technologique qui doit être réalisé pour qu'on puisse accéder au stade que tu as parfaitement décrit, à mon sens. Ouais. J'ai, Daze, j'espère que je prononce bien, qui nous dit: «Le prix reste énorme par rapport aux applications, C'est ça, proposées aujourd'hui», hein. c'est que ça va pas, à mon sens, vraiment en faveur de la démocratisation et de la popularisation de quelque chose quand de facto il est très cher et que le contenu pour lequel tu le payes, pour l'instant, tu te dis, ok, mais pourquoi et combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait d'autres choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie procédure de standardisation où les gens arrivent, ils savent ce qui se passe vraiment, ils savent ce qu'ils vont payer et pourquoi surtout est-ce que ça va pouvoir leur apporter. Et je pense qu'il y a un gros travail encore à faire et qui est en train d'être fait tous les jours par énormément de personnes pour joindre la blockchain avec cet aspect vraiment casque virtuel, aspect entièrement espace 3D, où on va plus du tout être face à un écran, mais immergé complètement là-dedans. Parce que pour les concerts, c'est exactement la même chose. C'est évident que je rêverais de pouvoir avoir une matérialisation totale des shows que je peux faire pour ma communauté, pour qu'ils aient pu aller voir au travers d'un écran, mais avec un casque ou avec Ouais, bien un sûr. support qui permet vraiment d'être en immersion dedans. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler du fameux We are early que tout le monde dit justement dans cet espace, où il faut prendre son mal un petit peu en patience et attendre justement que la technologie soit là pour répondre aux premiers besoins qu'on peut voir se dessiner. Oui, puis il faut, j'imagine, des précurseurs, des ambassadeurs grand public, comme, Jean-Michel Jarre, par exemple, encore lui, qui, doit, là encore, avec la complicité, de Vroom et de Louis, qui a annoncé donc la sortie d'un nouvel album, je crois, au mois d'octobre et Oxymore et dans ce cadre-là, la création d'un métavers. Alors cette fois, j'essaie de ne pas me tromper, c'est Oxy City. Hem C'est pas ça, non, c'est pas Oxy World. Ah, tu vois, je me suis trompé. Non, non, c'est l'album, c'est Oxymore, et la ville, c'est Oxyville. Voilà, Oxyville, tu vois? Oxy City, ouais, voilà. Déjà, moi, je trouvais que Oxy World et Oxymore, ça fonctionnait bien, mais bref, je m'en sors pas.
Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette expérience? Est-ce qu'elle a été conçue justement comme une expérience, de vulgarisation entre guillemets, de porte ouverte, sur, le monde du métavers, des Web3 et de tout ce qu'il peut permettre? On a eu beaucoup de parti pris avec cette expérience. C'est une expérience de plus de 45 minutes où on a construit une ville énorme. Donc, c'est à l'occasion de la sortie du prochain album de Jean-Michel Jarre qui s'appelle Oxymore et qui va sortir le 22 ou le 23 octobre, je ne sais plus exactement. Cet album dure 45 minutes, l'expérience en réalité virtuelle dure 45 minutes, et en fait, chaque mouvement de l'album correspond à un quartier de la ville, où on déambule de quartier en quartier, en groupe, donc en réalité virtuelle, à l'intérieur de ces quartiers, et où toute l'expérience est gamifiée. Et Jean-Michel Jarre accompagne, en fait, il est sur des écrans géants dans toute la ville. Là, il n'est pas sous forme d'avatar comme il était dans Notre-Dame. Il est clairement, enfin, c'est une ville un petit peu entre Sin City et Metropolis, et avec un petit côté 1984 aussi, parce que il y a des écrans géants dans toute la ville et Jean-Michel Jarre est là en train de jouer dans les écrans. Donc ça fait un peu Big Brother. Et il y a, c'est assez sympa, mais on a eu beaucoup de parti pris parce que on a voulu que l'expérience soit très très légère et très fluide pour n'importe qui et qu'elle soit jouable sur les casques Quest. Donc en fait, on a réussi à faire une expérience de 45 minutes avec une ville énorme où il y a un tas de trucs à faire, un tas de trucs à explorer, un tas d'œuvres de Pâques, un tas de choses, un tas d'effets spéciaux, un tas d'éléments 3D animés, etc. Et qui pèse 30 mégabytes. Ah ouais, Ouais, OK. Mais ça veut dire que tout est sur le cloud? Enfin, comment c'est possible, là, en fait, c'est juste que la ville, on l'a construite en noir et blanc. C'est en très très low poly, mais super stylisé. C'est pas des pixels, hein, c'est un style un peu particulier. Et donc, elle est ultra légère, elle s'adapte parfaitement à ces casques, justement parce que pour l'instant, ce sont les casques les plus utilisés et on veut que vraiment les gens qui font l'expérience aient une autonomie complète de mouvement. Et donc, aussi bien créativement que techniquement, on a poussé les choses assez loin là. Et bon, bah, j'espère que certains des auditeurs pourront en faire l'expérience. ah bah, ouais, carrément, hein. Franchement, nous, ça nous intéresse de voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai cru voir même une rite d'expression, chez Buffalo, qui a l'air qui a l'air bien Absolument, tournée. j'allais au gré de l'explication et j'essaie de m'exprimer au travers des quelques mouvements que je vais le droit à faire, justement, mais parfaitement, c'est bon. Super curieux de pouvoir le tester aussi. Ah bah, voilà, Usul, merci, qui vient à mon secours et qui me dit: «Bien sûr qu'on est curieux», mais oui, franchement, on a envie de tester ça et j'imagine qu'en plus, c'est un monde qui sera persistant. C'est-à-dire que vous allez y greffer des choses Tout à au fait. fur et à mesure. Tout à fait. C'est un monde qui est appelé justement à accueillir d'autres spectacles, à accueillir même des spectacles qui ne sont pas des spectacles de Jean-Michel Jarre, mais d'autres artistes. Et on va d'ailleurs, à ce propos, du lancement de notre propre plateforme, on va vraiment, comment dire, accueillir et bienvenue à tous les artistes qui sont intéressés pour pouvoir collaborer avec nous et puis pour pouvoir explorer ensemble des nouvelles manières de s'exprimer dans les métavers. OK, ouais, c'est vraiment dingo et ça rentre bien, je trouve que l'image, du YouTube des métavers, elle rentre bien dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir, une sorte de scène pr de chaîne, YouTube principale de Jean-Michel Jarre qui viendrait accueillir, d'autres artistes, et pour en faire un peu la promo, les aider entre guillemets à se lancer, un petit peu. J'en profite pour revenir sur une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais sur laquelle j'ai pas eu entre guillemets tous les éléments, c'est celle des revenus. Alors YouTube, je trouve que l'exemple de YouTube, il est assez parlant, c'est-à-dire des créateurs qui, via la publicité ou d'autres formes de revenus, éventuellement Patreon, tout ça, arrivent à tirer, des revenus, des vues et de la communauté qu'ils se sont créés sur la plateforme. C'était la question du, ben, je me produis ou je produis de l'art, dans le métavers avec des contraintes et des intermédiaires en moins par rapport à des concerts ou d'autres formes d'art, dans la vie, réelle, on va dire, est-ce que, enfin, il y a un vrai modèle économique là-dessus, à créer ou à défendre? C'est clair. Bah, par exemple, si moi je me base sur l'expérience actuelle que j'ai des 10 derniers mois que j'ai eu à jouer justement dans différents métaverses, le système de ticketing n'est pour l'instant pas existant et quasiment nulle part. Donc tous les événements, comme on en parlait, sont gratuits. Donc fatalement derrière, c'est sûr qu'on est face à une difficulté de pouvoir tout le temps rémunérer les artistes quand de base le spectacle est gratuit et qu'il n'y a pas de rentrée d'argent.
Mmh. Mais il y a aussi d'autres cas de figure où ce sont des entreprises qui vont venir proposer leurs produits dans le métaverse. Et donc, dans ce cas-là, ce ne sera pas exactement la même démarche ou le même type de travail demandé. Donc potentiellement là, on sera dans un cas de figure différent. Mais pour des concerts, on va dire, de type classique, pour une venue qui va organiser ça pour l'art du concert, Ouais. euh, d'ordre général, pour le moment en tout cas, c'est en train d'arriver aussi, c'est en train de se construire, ne serait-ce que par exemple pour citer des Decentraland, mais aussi dans d'autres métaverses, des systèmes qui sont en train de se créer pour être des, tickets, des entreprises de ticketing officielles pour pouvoir justement répondre à cette demande, pour que derrière des gens puissent justement pouvoir payer pour venir voir des shows, pour venir voir des artistes, pour venir voir peut-être même des grosses superstars, pour que derrière ça puisse créer le modèle économique suffisant puisse nourrir justement les artistes qui viendront jouer. J'avais cru voir, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais j'avais vu popper, les chiffres en gros des concerts donnés sur, Fortnite qui en gros étaient sans commune mesure avec, le en 2 années, enfin peut-être pas 2 années, mais on va dire, 6 mois, 6 mois de tour, qui est extrêmement coûteux, il y a du déplacement, il y a du personnel et cetera et une date de 10-15 minutes dans Fortnite. Alors Fortnite avec, une grande célébrité et une population, très, très conséquente, hein. Faut mettre ça en face. Mais c'est vrai que, très vite des gens se sont dit: «OK, dans le métavers, il il y a de l'argent» et je crois que c'est le chiffre, il était, là c'est peut-être toi, Louis, qui pourra me Ouais. contredire ou m'apporter le chiffre, c'est, 2030, 700 milliards, c'est ça le marché, du métavers? Alors ça dépend, ça dépend des cabinets d'audit, qui ont fait les études. Ça va de 700 milliards à 5 000 milliards, donc Ah oui. il y a de la marge. OK, ouais, j'ai cru que j'étais à la ramasse, mais non, ça va, donc Non, je suis non, plutôt pas sur du la tout. fourchette basse. Mais par contre, ce que tu disais est très, très juste. Alors il y a plusieurs choses, Travis Scott donc, sur Fortnite a fait en 10 minutes, même pas, en une date, il a généré 20 millions de dollars de revenus, par les skins, qui ont été vendus, alors que le concert était gratuit, alors que la tournée qu'il avait fait Astroworld, en 2018-2019, sur 56 dates, avait généré 63 millions de revenus pour un concert de 2 heures. Donc, je veux dire, ça sans commune mesure, c'est même pas comparable. Et en plus, je veux dire, un concert dans le métavers, ça coûte 10 fois moins cher en fait qu'un concert physique. Donc, on peut dire qu'il y a un véritable modèle économique, mais on a fait, je veux dire, pour les artistes, il y a déjà quand même, il commence à y avoir, comme disait Buffalo, des moyens de faire du ticketing. Nous, on a fait pour le South by Southwest, mars, de cette année. On a fait un concert, à l'Arena à Paris, la Défense Arena, avec 6 DJ techno, dont Marcel Detman, Ben Clock, etc., où il y avait à peu près 12 000 personnes, je crois, en physique, qui se sont déplacées à la Défense Arena. Et en même temps, on avait le concert dans le métavers, et c'était un concert dans le cadre du festival South by Southwest. OK. Les gens qui avaient accès au concert dans le métavers étaient des gens qui avaient acheté l'accréditation en ligne du festival South by Southwest. Et on avait un système de bot, en fait, dans VRChat qui permettait de reconnaître le numéro d'accréditation avec un nom d'utilisateur VRChat et de laisser rentrer cette personne dans le concert. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si c'était du ticketing. Et dans la plateforme qu'on va lancer, on a un système de ticketing, justement, de billetterie, qui va pouvoir permettre aux artistes de monétiser directement un petit peu, de manière classique. Mais on sait aussi que comment dire, les jeunes générations, les gamers, etc., ils ne sont pas très habitués à payer Ouais. une entrée. Donc en fait, on pense qu'il y aura plus d'opportunités de monétisation avec les transactions liées à des assets virtuels, des goodies, des skins, des accessoires pour les avatars en particulier. Et d'ailleurs, pour en revenir aux avatars, il y a quand même ce qui est très très fascinant, c'est qu'en fait pour l'instant, le véritable vecteur d'interopérabilité des métavers, c'est les avatars. Ouais. Parce qu'il y a des avatars comme Ready Player Me, par exemple, qui sont compatibles sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais, j'imagine que de ton côté aussi, Buffalo, la question de l'interopérabilité et elle est super importante, quoi. Je te rejoins complètement, encore une fois, Louis, parce que les NFT, par exemple, que moi je propose à ma communauté, les NFT musicaux, entre autres, que je vais proposer quand je fais une sortie,
te confère aussi ce droit de pouvoir être présent à l'un de mes shows si tu es dans un périmètre, on va dire 20-50 km, que c'est proche de chez toi, et ce partout dans le monde, justement, parce que tu as droit à ce package, en fait, Contrepartie, ouais. où tu vas avoir plusieurs réductions, plusieurs gros avantages à faire partie, justement, de cette grande famille qui est Futuristic Western Music. Et ça te permet, entre autres, de pouvoir avoir accès à mes shows, voire même d'être en VIP avec nous quand c'est possible, justement. Et c'est une des utilités principales des NFT aujourd'hui, dont moi j'en fais l'usage pour la musique en tout cas, qui est super important. Et c'est vrai que quand tu n'as pas la possibilité, tu vois, de rencontrer des gens aux quatre coins du monde et tout d'un coup tu te retrouves à faire justement une date où tu as la possibilité de rencontrer cet avatar avec qui tu parles depuis les 6 derniers mois, bah, c'est fantastique en fait, parce que c'est redistribuer la confiance qu'il t'a donnée au moment où il a acheté ton NFT, et lui redonner en fait ce pouvoir, ce lien social super fort aussi que tu pourras avoir avec lui, bah, de pouvoir en fait se connecter réellement dans la vie réelle en tant qu'humain. Donc c'est super fort en fait. Et concernant Fortnite aussi, c'est les skins aujourd'hui, on peut vraiment comparer ça par exemple au wearable. Et quand tu disais justement cette interopérabilité où tu vas avoir des avatars qui vont être présents sur plein de métaverses, plein de projets différents, c'est aussi agréable de pouvoir avoir des vêtements virtuels qui vont être sur plusieurs blockchains ou sur une blockchain qui, elle, va développer justement sur plusieurs métaverses pour que, si je reprends l'exemple par exemple du crâne de buffle qui est disponible aujourd'hui sur Polygon, puisse être dans le futur aussi développé sur d'autres métaverses et puisse être équipé aussi, pourquoi pas, sur d'autres blockchains, pas Oui, rester tu augmentes sa valeur. pour pouvoir aller sur Ethereum, pour aller sur ce genre de choses-là. Et je pense qu'on en revient au point de cette technologie qui est en constante évolution et que si dès aujourd'hui on peut déjà en tirer des bénéfices, je pense que dans 5 ou 10 ans, on aura vraiment une meilleure vue de ce qu'on pourra avoir en fait et qu'on a à peine gratté la surface aujourd'hui. Je reviens sur un point, tout à l'heure, on parlait justement de concerts dans le métavers, qui permettaient de faire sauter certaines barrières. Il y a, je crois que c'est Dez qui disait: «Tu n'as pas de limite de place aussi» et il s'avère que quand on en a parlé tout à l'heure, juste avant de lancer l'enregistrement, vous êtes plutôt partisan, vous, des jauges. Alors, comment dire? Ça dépend des occasions, en fait. Mmh. Parfois, avoir une jauge, ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'on peut créer un sentiment d'exclusivité, on peut créer, des avant-premières, on peut créer un peu comme dans la vraie vie, des événements un petit peu particuliers où, les gens parce que le problème des métavers, en particulier si les artistes sont sous forme de hologrammes ou d'avatars, c'est que, il n'y a qu'une instance véritablement où ils peuvent dialoguer euh, avec, avec leur public. C'est-à-dire que même si on a 50 000 instances, il n'y en aura qu'une où l'artiste est vraiment. Parce que dans Mmh. les autres instances, il est vraiment virtuellement là. Et donc, il ne peut pas dialoguer avec les. Mais ça me fait penser à la sortie, le dernier concert, le 7e concert qu'on a fait pour l'avant-première d'Oxymore au Festival Hyper Weekend Festival en janvier dernier à la Maison de la Radio. Le dernier concert, à la fin du concert physique, qui était rediffusé en live dans la réalité virtuelle, Jean-Michel Jarre est sorti de scène, il est allé dans sa loge, il a mis un casque de réalité virtuelle, il est allé dans une instance pour rencontrer ses fans. C'est un moment assez exceptionnel parce que pour les fans, c'est rare. C'est un moment rare, même dans la vraie vie. Donc, pour les artistes, c'est très rassurant aussi parce que Bien sûr. parfois, il peut y avoir des débordements avec les fans, mais en réalité virtuelle, c'est quand même moins grave. Et donc là, on peut se permettre une ultra proximité qui avait été ultra appréciée justement des fans de la session de l'instance où Jean-Michel Jarre s'est rendu. Et le truc le plus émouvant, en fait, c'est qu'une de ses fans était ravie d'être là parce qu'en fait, elle n'avait jamais pu assister à un concert de Jean-Michel Jarre parce qu'elle était tétraplégique. Non seulement elle avait pu assister à un concert parce qu'elle était en réalité virtuelle, mais en plus, elle a pu lui parler. Elle a pu parler à son artiste. Donc c'est vraiment fantastique. Et cette histoire de jauge, moi, très franchement, je ne suis pas pour les spectacles où je suis pas pour les Tomorrowland en réalité virtuelle. Parce que je trouve que ça crée un truc qui n'a rien d'intimiste, qui n'a rien de, qui efface la proximité justement qu'on peut avoir avec un artiste dans un espace plus confiné où on est moins nombreux et où tout le monde peut se parler.
Un concert de 5000 personnes en réalité virtuelle, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et Ouais. j'aime beaucoup le fait qu'en fait, il y ait plein d'instances où on peut avoir des millions de personnes en réalité virtuelle en même temps dans un même concert, mais qui soient séparés en petites instances ou justement à taille humaine. Et je trouve que ça apporte quelque chose. C'est un peu comme un concert privé en définitive. C'est ce qu'on ne peut pas avoir dans la vraie vie. Donc, je trouve ça assez fascinant. Ouais, ça permet finalement de recréer, alors on utilisait le terme de rareté, mais vraiment le côté expérience premium, et je crois que même, notre communauté là sur le chat, elle est assez fan, hein. Alors l'histoire, avec, Jean-Michel Jarre et la personne tétraplégique, forcément là ça on a beaucoup de commentaires, très, très enthousiastes qui disent que c'est le genre d'expérience assez incroyable pour une personne qui n'a jamais pu aller voir Jean-Michel Jarre en concert, quoi. Eh ben, messieurs, je vous propose que ce soit, le mot de la conclusion. Je trouve que c'est une belle conclusion à cette émission, à moins que, vous ne souhaitiez peut-être, nous parler de votre actualité. Je ne sais pas si, de ton côté, Louis, là, avant la rentrée, tu as des choses à montrer et toi, Buffalo, alors j'ai déjà donné quelques dates, mais si jamais tu veux partager avec nous une date ou, quelque chose, en particulier, n'hésite pas. Louis, je te tends le micro en premier, peut-être? D'accord. Alors, ben, nous, bon, ben, on va faire le festival on est partenaire de la Biennale de Venise pour le Venise VR, qui aura lieu non, pardon, du 1er septembre au 11 septembre. Donc là, sur VRChat, pour ceux qui veulent découvrir des mondes, parce que cette année, la Biennale de Venise a sélectionné en sélection officielle. Donc, il y aura des lions d'or attribués à des mondes développés, des métavers développés dans VRChat. Donc, ça, c'est quand même assez super cool. Euh, le 23 octobre, donc, le lancement de Oxymore officiel avec aussi accessible sur VRChat ce concert. Donc là, stay tuned. En fait, on communiquera beaucoup dessus. Donc, je pense que tout le monde saura comment y aller, comment nous On fera rejoindre. tourner l'info. Ça sera gratuit, donc pas de souci. Welcome, welcome. Et surtout, notre date la plus importante, c'est le 10 janvier, où on lance officiellement notre plateforme Vroom, donc le 10 janvier 2023. Et là, pareil, bienvenue à tous. Et on accueille tous vos commentaires, toutes vos critiques, toutes vos. Bah, évidemment aussi, pas seulement des critiques, mais Notre enthousiasme. votre enthousiasme aussi, mais je veux dire, c'est très important d'avoir des critiques constructives pour pouvoir s'améliorer sans arrêt. Est-ce que tu as donné le nom de ce métavers français, enfin européen, Alors, Ah, on ne sait pas encore, OK. mais ça sera communiqué sous Vroom, donc il n'y aura pas de souci pour le trouver. Et le moment venu, on communiquera le nom. Parfait. De toute façon, je me serais mélangé au moment de le dire, donc c'est pas plus mal. Bon, Buffalo, est-ce que toi, tu iras poser tes sabots, dans le métavers, de Vroom, début janvier? Eh ben, écoute, Ah ben, j'attends j'aimerais bien. l'invitation avec grand plaisir. En tout cas, du coup, l'invitation, tu me l'as déjà donnée tout à l'heure. Avec grand, grand plaisir. Ça serait, comme je l'ai dit, je suis super curieux de voir ce que ça donne et pourquoi pas y participer aussi. Euh, ça, Rendez-vous est pris. ça serait, bah, écoute, le rendez-vous est assuré de mon côté aussi, c'est clair. Et Si puis, on doit envoyer notre communauté te voir, est-ce qu'il y a une date ou un événement en particulier, que tu nous recommandes? bah écoute, ouais, déjà, on peut se retrouver quasiment toutes les semaines, et ce au moins jusqu'à octobre pour l'instant, et ça va continuer largement après, mais dans Decentraland. Au moins une fois par semaine. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Buffalo Music, avec un seul F, au cas où, Ah pour ouais, non, mais pouvoir je suivre les je aventures. t'épargne l'anecdote, mais je suis tombé sur un disque jockey québécois, j'ai beaucoup, beaucoup ri en tapant Oh, Buffalo. Oui, oui. salut l'artiste, salut la famille, salut à toi. Mais non, mais ouais, du coup, je vais avoir ça. Si j'ai des personnes aussi qui sont du côté de la Charente-Maritime ou bien du côté de Vannes, j'aurai aussi deux dates là-bas, le 10 et le 20. Mais sinon, principalement pour l'instant dans le Metaverse Decentraland, mon équipe et moi-même, on est aussi en train de préparer une expérience de jeu où on va venir en fait faire la fusion totale entre une expérience de gamification où les gens vont pouvoir vraiment jouer à une expérience et aussi entièrement sonorisée. Donc ça va être le travail, le dur travail qu'on va avoir à faire pour ces 6 prochains mois, mais aussi de très gros concerts, de belles collaborations avec des événements et des conventions de NFT qui vont arriver pour la fin de l'année et l'année prochaine, des releases NFT, mais aussi classiques, des sorties de musique classique quand même, puisque j'entends aussi continuer
continuer à sortir mes sons sur les plateformes, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Donc, si jamais la folk et ce genre de choses-là, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à me suivre. En tout cas, on essaye de représenter au maximum la culture de la nuit, la culture de la musique électronique, la culture des DJ forcément, au travers du métaverse. Et j'essaye au maximum de pouvoir montrer aussi à mes confrères que dans un futur très très proche, il y aura une très grosse employabilité, il y aura beaucoup d'emplois possibles là-dedans, pas que pour les DJ, mais aussi pour les live jockeys, les vidéo jockeys. C'est tout un corps de métier qui peut complètement rentrer là-dedans, en fait. Et voilà, donc j'essaye de continuer ce chemin-là et je vous accueillerai dans cette aventure avec grand plaisir. De toute façon, on l'a vu, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, qui vont se créer ou qui sont déjà en train de se créer dans les prochains mois, ça va bien pulser. Donc merci beaucoup à tous les 2 de vous être rendus disponibles. Je crois même que, Louis nous a rejoints, depuis l'Italie où il est pour le boulot. Donc, vraiment, un grand merci. J'étais ravi et merci à Hélène aussi, hein, qui nous a assuré un son impeccable et l'animation du chat pendant toute cette soirée. Et puis, bah, voilà, moi je vous dis, déjà rendez-vous à la rentrée pour parler, pour découvrir un peu vos projets respectifs. La communauté, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère aussi que vous avez passé une bonne soirée à nos côtés. Et la semaine prochaine, on continuera à parler d'immersion, mais pas forcément avec l'orthographe classique. Donc, je laisse ça là et bah, je vous fais pas trop d'annonces, puisque je laisse plutôt ça à Laurent pour tout ce qui est 20 Mint. Mais voilà, on est à fond, sur le projet. Alors, je dis on est à fond, mais je pars en vacances, d'ici peu. Mais quoi qu'il arrive, on est à fond et on aura plein de choses à vous raconter mardi prochain, mais aussi dans les prochaines semaines. Et bah, voilà, continuez d'être aussi cool avec nous et on essaiera, de réunir des panels aussi intéressants que celui qu'on a eu ce soir. Et puis voilà, merci, Hélène, je te laisse fermer, le chat et je vous dis à très, très vite. Merci beaucoup, Romain. Merci. Merci à vous.